Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Lab Quark. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de digital learning, on va plonger dans la salle des machines. On va parler de ce qui fait le cœur d'une expérience d'apprentissage, le contenu. Dans un monde où l'IA peut générer des formations à la demande et où l'offre de contenu est devenue pléthorique, la question n'est plus où trouver une formation, mais vraiment comment trouver la bonne formation. Comment s'assurer de sa qualité, comment faire en sorte qu'elle soit engageante et qu'elle serve vraiment les objectifs d'une entreprise. Pour décortiquer ces questions, je suis ravie de recevoir mon homologue chez Gowan, le plus grand agrégateur de contenu formation au monde, Arnaud Mitre. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, tu es CCO chez Gowan. Est-ce que Absolument. tu peux nous expliquer en quoi consiste ton job ? Alors déjà, CCO, je pense que pour les gens, c'est important de préciser ce que c'est, parce que ce n'est pas forcément très naturel. Donc, tu es Chief Content Officer. Donc, en gros, Gowan, c'est le plus gros agrégateur mondial de contenu de formation. Voilà. Donc, on a 100 000 contenus. Et mon job, c'est de m'occuper des relations avec les partenaires de contenu, puisqu'on agrège des contenus produits par d'autres. On a à peu près 300 partenaires de contenu. C'est énorme. Et donc, mon job, voilà, c'est ça. Ma journée type, c'est d'organiser 5 grands piliers. Le premier pilier, je dirais, peut-être le plus évident, c'est la qualité des contenus. C'est-à-dire s'assurer que ce qu'on propose à nos clients soit de qualité. Voilà. Donc, on a plusieurs systèmes pour s'en assurer. Le premier, c'est que d'abord, on a des user reviews, donc les utilisateurs eux-mêmes notent les contenus et donnent en temps réel leur avis sur les contenus qu'on propose. Ça, c'est un premier filtre. Et puis, on a un filtre plus corporate, je dirais, au niveau de la boîte, où avant de faire rentrer un partenaire de contenu, comme c'était le cas avec Quark, on valide, on regarde chacun des contenus pour s'assurer qu'il suit nos standards de qualité. Donc ça, c'est le premier paramètre, peut-être le plus évident. Le deuxième, un peu moins évident, parce que j'y viendrai peut-être un peu après, parce que tu vas voir, il met le doigt sur un paradoxe, c'est la quantité. Si on a l'ambition, qui est la nôtre, de pouvoir servir 100% des besoins de chaque utilisateur de n'importe quelle boîte dans le monde, en réalité, il faut beaucoup de contenu. Alors, c'est à la fois super, sur le papier, très stressant parfois pour les clients, parce que beaucoup de contenu, ça veut dire comment est-ce qu'on va s'en sortir, on va être submergé, c'est l'infini. Trop d'abondance. Voilà. Et c'est le même paradoxe qu'on vit nous d'ailleurs à titre personnel face aux plateformes de streaming, tu vois, les Netflix, etc. On voudrait qu'il y ait tout. Quand on a en tout cas une envie particulière, on voudrait que le programme qu'on souhaite voir soit dedans. Et puis, souvent, quand on se connecte à la plateforme, on est là et on passe 3 quarts d'heure à choisir un truc pour au final aller se coucher. Et donc ce paradoxe-là, qui est vrai à titre personnel, il est aussi très très vrai dans le B2B. C'est-à-dire les clients nous disent « Ok, 100 000 c'est génial, mais en même temps c'est nul, globalement ». Donc comment est-ce qu'on va créer à l'intérieur de ces 100 000 la bonne curation, le bon set, sous-ensemble de contenu pour un client, pour servir justement tous les besoins de ses collaborateurs. Donc ça, c'est un sujet. Donc l'expérience autour de cette quantité est très importante. Voilà. Le troisième pilier, c'est un pilier de ce que je fais dans le quotidien, c'est l'optimisation des coûts, puisqu'évidemment, les partenaires de contenu leur redonnent de l'argent. Donc comment est-ce qu'on s'assure que tout est correct, fair, donc c'est de la renégociation permanente. Et parce que je crois qu'on a aussi un sujet, nous, c'est un peu comme Free à l'époque, qui disait le prix ne bougeait pas, mais ils offraient toujours plus de bandes passantes sur Internet à leurs clients. Un peu la même logique, c'est-à-dire le prix ne doit pas beaucoup bouger, mais on doit toujours en offrir plus de contenu, etc. Donc il y a un sujet d'optimisation, évidemment, de ce qu'on reverse à nos partenaires. Ne t'inquiète pas, vous serez quand même très, très, très bien payé, mais bon, ça fait partie de mon boulot. Le quatrième, c'est l'exclusivité. Comment est-ce qu'on a des choses qu'on trouve nulle part ailleurs ? Il y a un petit sujet aujourd'hui, je trouve, sur les contenus de formation, et les contenus en général d'ailleurs, c'est la commoditisation. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, peut-être, en parlant d'intelligence artificielle, mais qui est un sujet, la perception qu'ont les clients que le contenu n'a pas beaucoup de valeur, que c'est facile, que c'est gratuit, que voilà. Oh oui. Qu'il suffit de cocher une case parfois et que tous les contenus se valent, tu vois, d'un partenaire à l'autre sur les mêmes sujets, et qu'il suffit d'avoir un de ces contenus pour que ce soit valide. Donc comment est-ce qu'on s'assure quand même d'avoir des marques que les autres n'ont pas.
pendant un certain temps ou pour toute la vie. Voilà, donc ça c'est un quatrième pilier, l'exclusivité. Et le cinquième, moi qui me tient beaucoup à cœur, qui est très important et qui est moins évident peut-être que le premier en tout cas, c'est l'indépendance. Comment est-ce qu'avec 300 partenaires, on s'assure que on n'est pas trop dépendant de l'un ou de l'autre pour continuer justement à bien bosser les 4 précédents. L'optimisation des coûts, l'exclusivité, etc., etc. Toujours être agile et essayer toujours d'avoir les idées fraîches par rapport aux partenaires de contenu. Si la qualité baisse, d'être capable de pouvoir sortir ou enfin voilà. En tout cas, être indépendant. Donc toi, tu es un peu la plaque tournante de tous ces... Voilà, c'est ça mes 5 gros sujets. Ouais, voilà. que tu actionnes, enfin qui doivent être actionnés de toute façon. Voilà, au quotidien. De concert. Voilà, au quotidien. Voilà. Au quotidien. Et du coup, le premier dont tu parlais, qui est hyper intéressant, qui, voilà, en tant que directrice du pôle digitalisation et du coup, en pilotant l'ensemble de la production des contenus, c'est les critères, justement. Puisque tu disais que vous aviez, vous, des experts chez vous qui pouvaient visualiser les contenus et peut-être les noter. Donc déjà, est-ce que vous avez vraiment une notation précise? Ça m'intéresse. Oui, on a une grille, oui. 17 critères. 17 critères, on va en parler. Et aussi, dans un second temps, tu disais qu'il y avait un peu des bêta-testeurs. Mais du coup, ça, c'est des personnes qui sont, des inscrits. Non, c'est tous les utilisateurs. Tous les utilisateurs, avant que noter, tu vois, sur un système assez simple de 5 étoiles, comme on a dans tous les avis de consommateurs partout, ils peuvent noter les contenus. D'accord, mais ça, avant même que vous ayez souscrit... Ah non, pas avant. Non, après. D'accord. Quand les contenus sont publiés, donc c'est du feedback. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Les contenus sont notés par les utilisateurs. Alors la grille, les 17 critères. Voilà. Si tu les connais, tu n'es pas obligé de tous les citer. Je ne connais pas tous par cœur, mais il y a évidemment les notions d'interactivité, il y a pour le coup le fond, la capacité pédagogique, est-ce qu'on apprend vraiment des choses ou pas, les formats, est-ce que... On sait aujourd'hui que la vidéo c'est très important, si c'est que des PDF, peut-être qu'on aura tendance à le noter un peu moins bien, parce qu'on sait que il faut repartir peut-être du début. C'est-à-dire le début, c'est les freins qu'ont les utilisateurs dans les entreprises pour aller se former. Et ils sont très nombreux. Le premier étant, j'ai pas le temps. Globalement, tous les utilisateurs. Donc c'est compliqué, il faut pas... y a ce qu'on explique encore, maintenant, 15 ans après avoir démarré ce métier, je dirais que maintenant c'est plus évident, je pense, pour les responsables formation des entreprises, mais quand même, il faut toujours un peu lutter sur le phénomène qui est je vais poser une plateforme avec du contenu et ça va marcher. C'est pas comme ça, c'est pas une baguette magique. C'est un produit. Donc ce produit, il faut le faire vivre, l'animer, enfin voilà, c'est un produit. Donc, parce que l'enjeu, c'est d'aller faire tomber les barrières qu'ont les utilisateurs pour venir sur les plateformes. La première, je le disais, c'est j'ai pas le temps. Je connais déjà le sujet, ça peut être un deuxième. C'est-à-dire c'est difficile de reconnaître qu'on ne sait pas quand on travaille dans une boîte. Ou alors, on pense sincèrement qu'on sait. Ou alors, troisième possibilité, on sait vraiment plus que les autres. Parce que c'est ça aussi la complexité de la formation dans tous les domaines, c'est qu'il y a des gens qui, dans n'importe quelle cohorte, il y a des gens qui savent plus que d'autres. Bien sûr. Comment on gère ça? Voilà. Donc, toutes ces barrières, il faut les faire tomber. Et alors, je reviens à mon point précédent, c'est sûr que aujourd'hui, il faut du coup les formats, j'allais dire les plus sexy, c'est un peu tarte à la crème comme expression, mais tu vois ce que je veux dire, il faut toujours innover pour donner envie à l'utilisateur de venir. Parce que par définition, au départ, il n'a pas très envie de venir. Parce qu'il a de bonnes raisons de ne pas vouloir y aller. Donc l'interactivité est à ce titre-là cruciale, le sandboxing, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le fait d'avoir des cas pratiques, par exemple pour la programmation, le code, où on va mettre les utilisateurs en situation de devoir rédiger vraiment du code à l'intérieur du module, enfin voilà, plein de choses comme ça. Il faut être de plus en plus proche de l'utilisateur et personnaliser son expérience. Voilà, ça c'est un des critères. Et du coup, ton expérience à toi, par rapport à ces tendances-là, de ce que va être vraiment un module e-learning qui va être appétant, qui va donner envie, et surtout qui va donner envie non pas simplement de démarrer la formation, mais d'aller jusqu'au bout de cette formation, c'est quoi? Est-ce que ça a beaucoup évolué? Est-ce que c'est... Le problème, c'est qu'il faut à nouveau vivre avec plein de paradoxes de l'utilisateur et essayer de le comprendre. Il y a beaucoup presque de sociologie dans notre métier. Il y a le fait que j'ai envie que ce soit court, et en même temps, si c'est trop court, je vais me plaindre que je n'ai pas appris assez de choses. Ça survole un peu. Voilà, ça survole, c'est pas assez en détail, etc. Donc il faut trouver, par exemple, dans cette dualité, le bon équilibre. Est-ce que la vidéo qu'on est en train de faire, qui va durer 45 minutes, est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce qu'on va avoir le temps de couvrir tous les sujets? Est-ce que les utilisateurs qui vont le regarder
auront 45 minutes à passer. Est-ce qu'ils vont cliquer sur x2 pour... D'ailleurs, je ne recommande pas parce que ma voix en x2 n'est pas terrible. C'est très aigu, c'est pas très joli. Ça, c'est terrible, hein, parce que le x2, quand même. Bon. Le x2, on l'utilise tous. Donc, voilà. Oui. Donc ça, tu vois, c'est des sujets compliqués. On a fait plein de tentatives différentes. On avait fait un partenariat avec Hasbro. On avait pris des marques de jeux et on avait adapté ces jeux en modules de formation. Donc on a fait le Cluedo, par exemple, où il fallait mettre à l'épreuve son esprit de déduction et surtout lutter contre ces biais. Ces biais d'ancrage pour arriver à déterminer qui était le coupable. On a fait Monopoly sur la négociation. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi 100 000 autres. Et là, quand tu fais ça, et c'est ça qui est intéressant, toujours dans cette idée de dualité, c'est tu as des clients qui vont te reprocher, mais oui, mais c'est beaucoup trop ludique, la formation c'est sérieux, le monde de l'entreprise c'est sérieux, d'autres qui vont complètement adhérer. Donc, tu es obligé d'avoir, en réalité, et on revient à mon histoire de quantité, une offre d'une variété et d'une diversité gigantesque pour pouvoir servir tous les besoins et toutes les individualités. Et même pour un individu, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on est pluriel. Enfin, on est à certains moments envie de quelque chose, à d'autres moments envie de quelque chose. Donc il faut pouvoir servir cette diversité. Donc, sans mauvais jeu de mots, mais quand même, la taille compte. Voilà, aussi dans notre métier. La taille compte, c'est-à-dire... La durée, le nombre de partenaires, le nombre de contenus par partenaire. La possibilité que tu as de proposer une diversité de formats, de durée, comme tu le dis. À un moment donné, j'ai une réunion dans 5 minutes, je veux comprendre quelques enjeux sur les LLM, hein, tu vois. Je veux un module de 5 minutes qui me donne les éléments clés. À d'autres moments, je veux passer project manager dans ma boîte et il faut que je suive une formation certifiante de plusieurs heures, plusieurs jours pour pouvoir valider. Et donc, cette pluralité qu'on incarne, elle doit se retrouver dans ce que tu proposes sur la plateforme. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de choses. Donc, vous avez 300, hein, tu l'as dit, 300 éditeurs qui fournissent du contenu. Est-ce que tu as une idée un petit peu du volume d'heures de formation qui est couvert par chacun des éditeurs? C'est la question piège. Est-ce que tu as une idée du volume de formation que le catalogue Quark couvre? Non, même pas. Eh bien, c'est ça, 1500 x 4. Fois 4 heures. Ah, oui, parce que chacun de nos modules dure à peu près 1 heure de contenu et représente 4 heures d'effort de formation. Pas mal. C'est pas mal. Donc, effectivement, là, nous, on est sur quelque chose qui est très homogénéisé. C'est vraiment notre signature pédagogique, notre signature graphique. Quand on a 300 éditeurs, est-ce qu'on ne perd pas justement son client en proposant des choses qui ne se ressemblent pas les unes des autres, à la fois dans le fond et dans la forme? Aucun client, en réalité, comme je le disais au début, n'a l'intégralité du catalogue. Ça ne serait pas réaliste. On travaille toujours avec un client, quand il arrive chez nous, sur un sous-ensemble. Et dans ce sous-ensemble, on va essayer de créer de l'homogénéité en fonction de ce qu'il désire ou pas. On va créer aussi de la pluralité, des sujets, éventuellement des éditeurs qu'on va lui proposer. Mais on va créer une unité à partir d'un ensemble un peu désordonné. Pas désordonné, pas vraiment, mais c'est compris. Parce qu'il est très large, forcément hétérogène. C'est un peu mieux que désordonné. Gardons hétérogène. Hétérogène. Et du coup, vous avez des retours des clients qui consomment ces contenus sur s'ils commencent à développer peut-être une certaine forme d'attachement à un certain éditeur plus qu'à un autre. Est-ce que vous arrivez à quantifier, à qualifier aussi ces retours-là? Oui, bien sûr. En tant qu'agrégateur, on se retrouve parfois confronté à une situation qui est désagréable, c'est de devoir retirer des contenus, soit parce que le partenariat avec un des éditeurs s'arrête pour une raison X ou Y, il y a des boîtes qui... ça arrive. C'est à la fois la force, parce que je parlais d'indépendance au début, d'être un agrégateur, la possibilité d'aller rentrer en contact avec tous les éditeurs du marché, comme Quark avec Matinée, et puis parfois, ça se termine. C'est la vie, c'est comme ça.
Et donc, dans ces cas-là, généralement, dès qu'il s'agit de retirer des contenus, les clients, oui, ils râlent parce qu'ils avaient eu un attachement, parce que la nature humaine n'aime pas beaucoup de changements. Donc, notre boulot, c'est de proposer des alternatives crédibles et la réalité, c'est qu'il en existe toujours un peu. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir aux critères, justement, parce que tu en as cité quelques-uns. Est-ce qu'il y en a d'autres dont tu voudrais parler, qui te semblent vraiment aujourd'hui fondamentaux, et peut-être même des critères qui s'ajoutent, qui n'existaient pas avant? Oui, donc je te dis, on en a évoqué beaucoup, hein, la durée, l'interactivité, l'approche pédagogique, est-ce qu'il y a des tests, pas des tests, parce qu'il y a des contenus aussi parfois qui n'en ont pas. Je te dis, on a 17 critères, mais je serais volontiers, je vous enverrai toute la liste. Mais avec plaisir. Voilà. J'ai dit une petite imprécision, mais bon, c'est pas très grave. J'ai dit qu'on vous revoyait tous les contenus, c'est pas tout à fait vrai. Dans le cas, par exemple, où vous en avez 1500 fois 4 heures, on en teste 20. Les plus récents, les plus anciens. On choisit aussi des sujets différents et on fait une espèce de sampling de l'ensemble, parce qu'évidemment, ce ne serait pas réaliste de pouvoir revoir tous les contenus de tous nos partenaires. Oui, par contre, on actualise... C'est enrichissant. Oui, c'est enrichissant, mais très chronophage. Compétences qui pourraient être acquises. Voilà. Mais du coup, il y a une question aussi qui semble fondamentale, parce que GoOne, vous êtes sur Worldwide, vous êtes dans le monde entier. Est-ce que tu peux me parler un petit peu déjà de là où vous êtes davantage implanté, peut-être de votre stratégie aussi de développement international, et dans quelle mesure ça joue sur ton quotidien à toi? Alors, historiquement, la boîte est née en Australie, donc c'est une boîte australienne, donc très forte dans la région déjà APAC, puisque c'est là où ça a démarré, donc Asie-Pacifique. La première phase de développement a été aux US, donc les États-Unis, pour les anglophones n'étant pas américains, souvent c'est le Graal en termes de marché, donc là c'est très fort aussi, et l'Europe. Voilà. L'Europe, c'est aujourd'hui un des marchés qui a une croissance des plus élevées chez GoOne. Alors, du point de vue des Américains, l'Europe, ça peut être une unité. On sait tous qu'évidemment, et surtout dans les métiers de contenu, c'est très compliqué. L'Europe, puisque c'est une multitude de langages, une multitude de problématiques, et que oui, c'est une unité évidemment économique et géographique, mais il y a plein de sujets, en revanche, locaux à traiter. Donc c'est un enjeu dans mon métier. Ouais. La traduction Il y a deux approches. Il y a les grands clients, on appelle enterprise, donc qui ont beaucoup de collaborateurs. Ce qu'ils souhaitent avoir, c'est, quand ils ont des implantations dans plein d'endroits dans le monde, ils souhaitent avoir les mêmes contenus dans toutes les langues qui les intéressent. Donc eux, ils cherchent une unité des contenus, traduite, voice-over, sous-titres, dans toutes les langues. Les clients locaux, un peu plus petits généralement, ce qu'on appelle le mid-market, eux, ils souhaitent plutôt des acteurs locaux. Donc ma problématique, elle est double. Quand on rentre sur un marché, c'est de trouver des acteurs locaux pour satisfaire cette typologie de clients, et aussi de trouver des solutions de traduction pour les clients, les plus gros clients qui, eux, veulent de l'unité des contenus, mais du multilingue. Donc d'accord, donc c'est GoOne qui peut assurer aussi cette partie-là. Oui, ou alors on trouve les partenaires qui nous permettent de le faire. D'accord. Ok, c'est des cas concrets, c'est des choses que tu as déjà rencontrées? Des cas concrets, oui. En Europe en général. Mon boulot, c'est d'aller trouver de nouveaux partenaires en permanence qui donnent la spécificité locale. Parce que la traduction, dans le domaine de la formation, c'est souvent pas suffisant. Il y a aussi des spécificités culturelles. Culturelles, merci. Je ne trouvais plus le mot, qui était pourtant simple, qu'il faut prendre en compte. Et donc la localisation est aussi très importante. Vous avez une approche justement avec un mot magnifique, glocal. Glocal, exactement. Est-ce que tu peux en parler? Glocal, c'est l'idée que c'est intéressant d'être gros et d'être global. Pourquoi c'est intéressant? C'est ce que je disais tout à l'heure, on peut décrocher son téléphone, appeler les éditeurs de contenu, et souvent on peut entamer la discussion. Donc même pour des clients qui ont des besoins très spécifiques, s'ils nous demandent un partenaire de contenu, on va essayer de l'approcher, on va essayer de le faire rentrer dans le catalogue si on ne l'a pas encore. Donc ça, c'est ce que ça permet, c'est la force de frappe, quoi. Et puis le local, c'est ce que je crois, j'essaye d'incarner, c'est-à-dire le fait qu'on a des équipes en France qui s'occupent de leurs clients en local. Donc le meilleur des deux mondes, la grosse force de frappe, et puis des équipes après dédiées par pays.
Et dans les relations contractuelles, justement, avec les éditeurs, Oui. est-ce que tu observes, je ne vais pas dire des schémas, on ne va pas rentrer dans les stéréotypes, mais vraiment des vraies différenciations aussi en fonction de la zone? Ah, les types de contenus, tu veux dire? Non, Ou dans les non vraiment approches vraiment l'approche. Alors, je ne dirais pas que c'est lié à la géographie, mais il y a toujours la tentation du direct, en fait. C'est-à-dire de ne pas passer par un agrégateur et se dire, en fait, est-ce que l'agrégateur ne va pas cannibaliser mon marché? J'ai des contenus, ils ont de la valeur, j'ai mis beaucoup d'efforts à les produire. Est-ce que si je les donne, je les vends de toute façon à un agrégateur, est-ce que je ne vais pas me couper de ce business direct, où moi je vais aller faire la démarche commerciale et peut-être j'en en tirerai plus de valeur. C'est très intéressant parce que donc, avant d'être chez GoOne, j'avais monté une boîte qui s'appelle Corp Academy, qu'on a vendue à GoOne en 2022. Et nous, notre approche a été plutôt fermée pendant 9 ans. On s'est dit direct, on veut maîtriser les clients, on veut maîtriser l'ensemble de la chaîne, tu vois. On voulait la plateforme, les contenus, selon notre protocole pédagogique, en étant très les gourous de notre protocole, tu vois. Voilà. Et donc notre écosystème était plutôt fermé. GoOne, c'est l'opposé, c'est plutôt l'ouverture. Ouverture, d'abord nécessaire auprès des partenaires de contenu, puisque c'est notre métier, d'en avoir beaucoup, et ouverture aussi dans l'implantation. C'est-à-dire, on est, nous, qu'un canal de contenu. On propose des contenus avec des fonctionnalités au-dessus du contenu pour créer ses playlists, rechercher, créer des approches personnalisées, mais on s'implante dans tous les outils du marché, à 70 intégrations. GoOne, ce qui est intéressant, c'est la finalité, tu vas voir. GoOne, ils se sont créés en 2015, Corp Academy en 2013. Quand ils nous ont rachetés, ils étaient déjà 15 fois plus gros que nous. Donc, peut-être qu'on a mal exécuté, hein, mais c'est intéressant de se dire que l'ouverture, quand même, aux autres, n'a pas créé de la paupérisation, n'a pas cannibalisé leur business, mais au contraire leur a ouvert un marché gigantesque. Donc ceux qui ont la tentation du direct, je comprends très bien, je le respecte. Voilà, donc c'est des discussions que j'ai beaucoup avec beaucoup de partenaires. Oui, bien sûr, il y a de la maîtrise, on peut faire de la dentelle. La vraie personnalisation exactement. Aussi. Mais la réalité, c'est que le chemin est plus long. Voilà, il me semble. Alors après, l'exemple que je prends est qu'un exemple, et je n'ai déjà pas la science infuse, et peut-être qu'on pourra m'opposer 50 exemples qui disent exactement le contraire. Mais je crois quand même que l'ouverture, globalement, ça fait gagner du temps. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question qui m'amène à une autre question, puisque là, on n'a pas forcément abordé la partie spécificité culturelle du contenu en tant que tel. Ouais. Est-ce que tu as des y en a plein. retours d'expérience à partager avec nous? Non, mais des exemples, il y en a plein. Il faut distinguer peut-être déjà plusieurs niveaux de contenu. Ouais. Il y a les contenus qui sont valables pour 100% des collaborateurs dans les boîtes et mandatory. Donc il y en a en gros un seul type, c'est compliance. Ça, c'est vrai pratiquement dans toutes les régions du monde. Il faut passer par la formation sur ces sujets-là, avec donc des spécificités locales. Aux États-Unis, c'est un nombre d'heures, c'est différent par État. Le contenu est différent par État, donc il faut que tu aies des prestataires qui soient capables d'adresser chacun des États américains avec ses spécificités. En France, c'est très différent. Ce qu'on va demander, le contenu peut être différent lui-même, les prérequis peuvent être différents. Enfin bref, voilà. Donc le compliance, c'est un bon sujet parce que c'est un sujet qui est, comme je disais, obligatoire pour plein de gens et qui nécessite d'avoir des partenaires locaux dans la plupart des cas. Après, le deuxième type de contenu, ça va être les contenus qui sont valables pour 100% des collaborateurs, mais pas obligatoires. Donc ça, c'est, je trouve, moi, soft skills, par exemple, c'est un bon exemple. Un sujet très important, on en reparlera peut-être tout à l'heure, pour moi, c'est l'esprit critique, par exemple, aujourd'hui, qui est une des compétences qui sera probablement les plus discriminantes dans les années à venir. Surtout, je pense, avec l'émergence de l'IA, il faudrait que l'émergence de l'esprit critique devrait aller de pair. Parce que... Voilà, donc ça, c'est un deuxième type de sujet. Là, pour le coup, on commence à peut-être un peu moins local, quoique sur les biais
les biais comportementaux, il peut y avoir des spécificités culturelles. Le troisième type de sujet, c'est les contenus qui sont liés à un secteur d'activité. Donc là, tu réduis un peu ton scope, ça n'est valable que pour un secteur d'activité. Et là, aussi, il peut exister des spécificités locales, mais je dirais que le point d'entrée, il est plutôt lié au secteur lui-même, tu vois, et pas à la géographie. Le quatrième type de sujet, c'est les sujets liés à un métier, formation sales, formation coding pour des ingénieurs, etc. Là aussi, l'approche est plutôt métier que géographique. Et puis après, il y a les contenus dits custom, c'est-à-dire spécifiques pour un client. Et là, évidemment, là, on est à la croisée de géographie et vraiment super spécifique. Mais ça, vous le faites aussi? Alors, du vraiment custom pour les clients? Oui, on l'a beaucoup fait par le passé quand on était que Corp Academy et pas encore Gowan. On le fait encore pour certains clients et si on ne le fait pas nous, de toute façon, on passe la balle à d'autres partenaires. On peut le faire. Par exemple. À tout hasard. J'ai senti l'appel du pied. Très léger. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, c'est quoi les grandes... Si tu devais citer 3 grandes thématiques qui sont vraiment celles qui intéressent le plus et qui vont susciter le plus, non pas déjà de clics, mais aussi, puisqu'on reviendra sur votre modèle économique aussi plus tard, qui vont inciter les inscrits à aller jusqu'au bout. Je vais te surprendre, à mon avis, énormément avec le premier. Ouais. Tu ne vas pas en revenir. C'est l'intelligence artificielle. Incroyable, Shocking. Non? Shocking. Ouais. Avec une deuxième étape, je pense. L'année dernière, on était plutôt sur les sujets de vulgarisation, déjà, pour l'ensemble des collaborateurs. Là, on est dans une phase 2, déjà, je trouve, où il faut maintenant expliquer vraiment les outils, et les outils adaptés à des fonctions. Donc, comment, dans mon job, concrètement, ça va m'aider, m'impacter, quel outil je dois utiliser en fonction de mon rôle à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est la phase 2. Qui est quand même hyper pratico-pratique, donc très utile. Très utile. Il y a un troisième sujet connexe à ça, c'est apprendre à prompter. Ça, c'est aussi un gros sujet émergent. C'est maintenant, évidemment, il n'est plus question de comprendre comment on a accès à ces outils, c'est plutôt comment on les utilise. Et donc ça, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. On a des partenaires de contenu et on va, je ne dévoile rien, mais aussi enrichir l'offre sur ce sujet-là, de monter en compétence sur le prompting. Le deuxième sujet, on en a parlé, c'est l'esprit critique. Absolument nécessaire, plus que jamais. C'est-à-dire, pour le coup, quand on commence à utiliser ces outils, on se rend compte que ça peut générer beaucoup d'erreurs, de bêtises qui peuvent en sortir. Donc, comment est-ce qu'on recoupe? Alors, c'était déjà une dimension très importante avec le web en général, avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai des enfants. Je suis préoccupé de parfois leur manque de recul sur l'information qu'ils peuvent recevoir de TikTok ou des trucs comme ça. Et là, ils sortent des trucs parfois, limite les dinosaures existent encore. Enfin, la Terre est plate. Alors la Terre est plate, ils ne l'ont pas encore fait. Non. Voilà, donc l'esprit critique, plus que jamais, il y a beaucoup de comptes, même sur, je sais pas, sur Instagram et sur YouTube, qui développent ces sujets-là, je pense, au cœur des compétences demain. Et puis le troisième, peut-être un peu moins évident à cerner, ce serait d'apprendre à apprendre, quoi, voilà. Qui est un peu corrélé à mon point sur le prompting, mais comment est-ce que je trouve les bons outils pour aussi moi-même être toujours pertinent dans mon job demain, comment j'apprends à bien savoir apprendre. Voilà. D'accord, ça me donne un petit enchaînement. Je vais te faire un petit quiz improvisé. Alors vas-y. Donc, comme tu le sais, nous... Quels sont les 17 critères de qualité? Alors, en fait, déjà, si vous avez cette grille sur nos contenus, on sera vraiment très intéressés. C'est sûr qu'on peut vous l'envoyer. Avec grand plaisir. Ouais, je pense que normalement, on l'envoie d'ailleurs. Avec grand plaisir. Puis en plus, pour le coup, nous, c'est aussi quelque chose qu'on diffuse auprès de toutes nos équipes, qui permet aussi, parce que tu imagines constituer 1500 compétences. Je ne sais pas si on l'envoie, parce qu'évidemment, il y a une dimension de subjectivité. De toute façon, toujours, malheureusement, si on pouvait être absolument objectif neutre, sur ce qu'est la qualité, voilà. Il faut bien un étalon, de toute façon. Voilà. Vous ferez votre avis. Alors, le petit quiz. Donc, le petit quiz sur nos 1500 compétences, à ton avis, quelle est la compétence qui a été la plus vendue? Leadership. Eh bien, pas loin. En tout cas, c'est une thématique de management, c'est gérer les conflits.
Et Apprendre à apprendre fait partie de nos 3 best-sellers aussi. Voilà pour le petit Si clin je peux d'œil. rajouter d'ailleurs à ce sujet-là une 4e compétence très importante, je dirais l'influence est très importante. C'est-à-dire, ce qui est différent un peu de la négociation. C'est-à-dire comment est-ce que, à l'intérieur de mon entreprise, ma voix porte, ou alors l'influence même extérieure, en tant que marque, comment est-ce que je diffuse mon message, ce que je souhaite véhiculer sur les nouveaux outils, ça fait vraiment vieux grabataire, mais sur les outils en tout cas à notre disposition, les réseaux sociaux, etc. Donc l'influence, c'est aussi un 4e sujet. Pardon. D'accord, non mais c'est intéressant. Et puis puisque tu parlais aussi du fait de développer son esprit critique, moi je me suis amusée évidemment à chercher, à demander à un bot d'intelligence artificielle de me donner des grands chiffres sur Gowan. Donc ça peut être un petit exercice de fact-checking sympa. Je ne vais pas t'en citer 300 000, mais voilà, quelques chiffres, 50 millions d'utilisateurs. Alors, je dois dire quoi? Oui ou non? Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que c'est une fake news? Je pense que c'est une fake news. Je pense qu'on en a plus. D'accord. Je pense qu'on a 100 millions d'utilisateurs. Ah oui, d'accord. 100 millions d'utilisateurs. OK. Et alors ça, c'est un truc qui m'a vachement interpellée. 2 à 6 heures par mois, en moyenne, pour chacun de vos inscrits, passer à visualiser vos contenus. Alors, j'ai l'impression, vu la précision que tu viens de donner, que c'est vrai. Je sais pas. Mais du coup, si... Toi-même un peu, oui, je dirais que c'est vrai. Parce que du coup, ça ferait entre 400 et 12 millions d'heures chaque mois passées sur vos contenus, enfin les contenus que vous curez. Oui. C'est quand même... Ouais. On parlait de la taille, c'est énorme, effectivement. Donc déjà, il y a une fake news là, puisqu'on parlait de 250 éditeurs, donc l'IA n'est pas... Alors ouais, non, mais c'est dans la communication, 300, oui, moi je te dis le vrai chiffre, dans la communication on est toujours sur 250 je crois, mais la réalité c'est qu'on est plutôt autour de 300. Parce qu'en fait on fait rentrer des nouveaux éditeurs presque tous les mois, donc j'ai dit qu'il y avait parfois des sortants, mais globalement on est quand même sur un taux positif, donc on en gagne, ouais, donc plutôt sur 300. Et 3% des parts de marché du e-learning mondial. 3%. C'est conséquent. Nous, Vous, Gowan? 3%. C'est à la fois, c'est très intéressant ça comme chiffre, c'est à la fois beaucoup et en même temps très très peu. Donc, enfin je veux dire très très peu où on pourrait s'attendre à ce que dans le marché de l'e-learning, il y ait un énorme géant qui soit apparu depuis des années. Et pourtant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je suis pas. L'équivalent la d'un Coursera, GAFA. tu vois, oui, l'équivalent d'un GAFA dans ce marché. Il n'y en a pas, donc on va s'employer à le devenir. C'est vos ambitions? C'est ça On va en fait. s'employer à le devenir. Mais c'est intéressant de se poser la question de pourquoi c'est si fragmenté. Donc d'abord, il y a l'opposition peut-être. D'abord, le marché de l'e-learning un peu séduisant, parce que l'e-learning existe depuis très longtemps, mais était considéré, je pense, avant les MOOC. Donc on est tous assez vieux pour se souvenir de ce que c'est, mais c'était en 2013, ce mouvement qui a cherché à réformer complètement l'éducation au sens large, donc pas seulement la montée en compétences B2B, mais aussi l'éducation universitaire scolaire, a changé complètement la donne des outils dans le B2B, mais l'e-learning existe depuis plus longtemps. Il était perçu, je pense, un peu comme ringard, ennuyeux, etc. Et je pense que tous les nouveaux outils ont dépoussiéré un peu tout ça, ce qui est formidable. Mais donc ça existe depuis longtemps, il n'y a pas de géant, donc il faut en construire un. Donc il y a une résistance forte, je pense, du présentiel, et par définition, le présentiel, lui, il est un peu local, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de gros géants sur ce marché, mais je pense qu'il est temps d'en avoir un. Donc oui, 3%, super, et en même temps, tu vois... En même temps, il reste 97%. Il reste, voilà, 97%. Après, ce ne serait pas intéressant d'avoir 100% non plus, parce que j'imagine qu'il y a quand même aussi une émulation qui peut se créer. Voilà, il y a une forme peut-être de guerre des éditeurs, mais sans doute aussi des agrégateurs. Oui. Et comment, justement, est-ce que tu peux, si tu souhaites, nous en parler? Pas les éditeurs, pour le coup, mais plus les agrégateurs. Alors nous, donc c'est comme tous les marchés, en réalité, c'est une guerre pacifique. Il y a la première question qui est, c'est quoi le bon nombre? Le sentiment d'infini, si on regarde par exemple un catalogue comme celui de Netflix, pour l'utilisateur, tu vois, Netflix, à ton avis, ils ont combien de films en catalogue? Combien? 10 000? Moi aussi, tu vois. 10 000? Un peu moins, je crois que c'est à peu près 7 000, ouais. Et on a ce sentiment d'en avoir ras la gueule, plus que ras la gueule. Mais avec une qualité, par contre, qui n'est pas... Très hétérogène, bien sûr. Ouais.
Mais donc, mon point, c'est que le sentiment d'infini en B2C, donc en tant qu'individu, il est relativement assez vite atteint. En B2B, tu peux bien estimer que le seuil de ce sentiment d'infini, ou en tout cas de trop plein, il est encore plus bas, puisque j'ai moins de temps à y consacrer. Bien sûr. Après, c'est mon point de tout à l'heure. Donc nous, on avait estimé à l'époque que c'est 1000 ou 2000. Donc on pourrait dire 100 000, mon gars, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et c'est vrai que c'est beaucoup trop, sauf si on veut faire l'ambition dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de couvrir tous les besoins de n'importe quel utilisateur dans le monde. Et donc, au contraire, il en faudrait beaucoup plus. Après, au niveau d'entreprise, oui, je pense qu'un set beaucoup plus réduit de 1000, 2000 cours à l'intérieur de ces 100 000 est probablement suffisant. Donc, il y a beaucoup de nos concurrents qui vont axer leur communication sur sortir du débat de la quantité pour ne parler que de la qualité. Et donc, marginaliser la quantité en disant c'est pas si important que ça, le seul vrai sujet, c'est la qualité de mes contenus. Je reviens sur mon point de départ de tout à l'heure, c'est faux. Et donc, si je devais insister sur un avantage concurrentiel de GoOne par rapport aux autres, toutes les autres offres d'agrégateurs, c'est qu'on est plus gros et que je pense, moi, que c'est crucial pour être le meilleur sur ce marché. Mais du coup, pour répondre à 100% des types de clients... Déjà, c'est une ambition. C'est évidemment illusoire. Il faut avoir tous les contenus du monde. Mais il en faut de l'ambition. Ouais. C'est un moteur, c'est un phare. Donc, de répondre aux besoins de 100% des typologies de clients ou de répondre à 100%... Alors là, je vais faire un truc à la cité de la peur. Attends, ouais. Je reprends. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. 1000 fois une personne. Non. Ma question est la suivante, hommage. Ma question est la suivante. Est-ce que, du coup, ça répond à un besoin de couverture de 100% des typologies de clients que vous pouvez rencontrer ? Non, je parle des individus à l'intérieur des boîtes. C'est ça, d'accord. Donc, c'est plutôt couvrir 100% des besoins d'un individu. Ouais. C'est ça votre vraiment la mission. notion de longue traîne. Évidemment, le socle commun, on l'a tous un peu en tête. Tu m'as demandé quel est, à ton avis, gestion des risques, leadership management, tout ça, voilà, on doit l'avoir. C'est indispensable. Voilà. C'est indispensable. Et puis après, il va y avoir des besoins très spécifiques. Et comment tu adresses ces besoins très spécifiques qui vont s'adresser à une infime partie de ton ensemble d'utilisateurs. Et comment tu en fais quand même quelque chose de viable, Et je crois qu'il n'y a que les agrégateurs qui peuvent offrir ça, parce qu'en réalité, ils vont servir, grâce au nombre d'utilisateurs qu'ils arrivent à toucher, tu citais les chiffres tout à l'heure, mensuellement, mais ils vont pouvoir offrir à des éditeurs sur des sujets un peu niches, tout à coup une audience forte, par la loi des grands nombres. Et qu'est-ce qui, justement, t'a séduit dans l'idée de collaborer avec Quark ? Qu'est-ce qui m'a séduit ? D'abord, je l'ai dit, c'est très important dans mon métier de garder la dimension des acteurs. Là, je sais très bien que vous travaillez au niveau international, mais quand même des acteurs qui ont une dimension au départ, une empreinte, un ADN local. Donc, on est toujours à la recherche d'acteurs qui permettent de cocher cette case, et donc on est très content de bosser avec vous sur ces sujets-là. Après, moi, je trouve que la dimension de production, ce qu'on est en train de vivre là, d'être capable d'être très réactif sur les sujets, de les tourner en temps réel, et donc ce que vous avez comme asset, qui est les studios de production que vous avez, est un truc qui a été un peu, pendant quelques années, un peu sous-estimé, je trouve. On a beaucoup misé, parce que c'était un peu moins cher aussi, sur le motion design, sur les animations, etc., pour sortir un peu des tournages avec des vraies personnes. Je pense que la tendance est en train de s'inverser un peu et qu'on revient vers des vraies personnes, probablement alimenté aussi par le fait qu'il y a beaucoup de fausses personnes maintenant. Je sais pas si moi je suis sur Instagram, j'y passe probablement beaucoup trop de temps, mais je suis frappé par le nombre de pubs. Alors moi en plus je suis très ciblé, c'est probablement lié à mon physique désavantageux, par des trucs de musculation après 55 ans, etc. Et donc maintenant ils sont obligés de le mettre, que des trucs en IA. Oui, bien sûr. C'était ces trucs-là, des faux mecs. Alors j'ai pas vu ça, mais j'ai vu sur... 60 balais qui font du tai chi, tous. Donc on est submergé de fausses images, donc je pense que les vraies images avec des vrais gens, ça
au contraire, va avoir de plus en plus d'importance. Donc, c'est un autre élément qui nous a beaucoup Et séduit. ce que tu viens de dire me réjouit. Alors, pas l'histoire des bodybuilders. Ouais, mais moi non plus. Moi, je vais cliquer pour qu'on m'enlève ces Non, mais là, c'est terrible parce que je ne sais pas si tu sais, mais justement, il y a la première actrice entièrement IA. Ah oui, j'ai vu. Et les agents se disputent pour pouvoir la représenter. Donc, c'est assez. Oui, alors ça, c'est très logique. C'est incroyable. Déjà, c'est la première. Ouais, mais quand même. C'est très logique, en tout cas, qu'ils se disputent, parce que là, il y a un aspect de marketing de l'offre. Mm. Alors moi, attention, je ne veux pas apparaître en opposition avec tout ça. Hein. Je pense qu'au contraire, oui, je pense qu'au contraire, c'est une évolution majeure. Donc, je l'utilise évidemment quotidiennement. Je suis très enthousiaste de tout ce que ça va pouvoir apporter, et donc je ne veux pas apparaître comme celui qui dit que c'est pas bien. Mais c'est marrant. Alors, tu vois, je trouve ça très révélateur que tu prennes le soin de l'exposer. Presque de justifier le fait d'avoir l'esprit critique par rapport à l'IA en disant « Attention, je ne veux pas paraître pour quelqu'un qui n'aime pas le changement, qui n'accompagne pas l'innovation. » Oui, alors je le dis parce que j'ai dit, là, je venais de dire deux, trois trucs assez critiques. D'abord, je n'en sais rien. C'est-à-dire, il y a une loi qui s'appelle la loi d'Amara. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Bah, c'est très intéressant, tu vas voir. C'est une loi qui a tendance à surestimer les effets d'une nouvelle technologie à court terme et de les sous-estimer à long terme. Exemple, l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie, les gens se disent à court terme, ah bah oui, ça va être génial, on va pouvoir imprimer des tonnes de bouquins, etc. Ce qui s'est avéré vrai, donc l'accès à la culture, etc. Ce qui n'a pas du tout été vu, en revanche, c'est que ça a été tout à coup l'accès, alors que justement le savoir était complètement sclérosé à un fragment de la population, et en particulier à l'époque le clergé, que ça allait être en fait le terreau, le fait que ce savoir se répande, de l'arrivée de la réforme, et donc du schisme qui est arrivé à l'Église catholique. Donc ça, j'ai l'impression qu'on dépasse un peu le cadre, mais non, c'est ça qui est intéressant. Ça illustre très bien ce que c'est que donc, cette loi d'Amara, c'est cet effet induit. Personne ne l'avait prévu. Voilà. Donc je crois que sur l'IA, on a tendance effectivement à surestimer l'impact que ça va avoir très rapidement sur nos vies. Moi, je crois que c'est un outil extraordinaire, et qu'il ne va pas tout changer demain matin. En revanche, je suis bien incapable de dire ce que va être l'effet induit et ce que ça va générer sur le plus long terme. Un peu comme Internet, d'ailleurs. Internet a été un bon exemple de ça, où on s'est dit tout va changer en une minute, et en réalité, les changements continuent à opérer aujourd'hui dans la société. Est-ce que tu aurais imaginé que la télé, par exemple, allait subir moi, j'ai commencé ma carrière dans les médias, donc la télé française, à l'époque, c'était le truc qui faisait TF1, 50% de part de marché tous les soirs, etc. Un rendez-vous aussi, il y avait une notion de rendez-vous, donc, qui a pu aujourd'hui avec... Complètement, disrupté, comme on dit, par le web. Bon, bah, ça, j'aurais été incapable de le prédire à l'époque. Oui, je comprends. Et puis après, c'est vrai aussi... La formation, très bon exemple. L'information ? La formation, notre métier. Complètement transformé. Ah, d'accord. J'étais sur... Complètement transformé par Internet. Je ne sais pas si... Enfin, oui, on l'a un peu anticipé, sinon on n'aurait pas monté les boîtes qu'on a montées. Mais... Ouais. Mais après, c'est complexe, moi, je trouve, de justement trouver l'équilibre. Et y compris quand on accompagne nos clients sur ce besoin de se dire, je surfe sur une tendance, si je n'embarque pas l'IA dans mon bagage, je vais rester sur le quai. Et le train va partir sans moi. Ouais. Et en même temps... donc... Déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. L'IA, déjà, tu vois. Oui, mais pour beaucoup de gens, c'est une fin en soi. Oui, faire de l'IA, parler de l'IA, utiliser l'IA. C'est exactement ça, surestimer l'impact court terme. C'est-à-dire, je dois cocher des cases. Oui. Il se passe un truc, ça m'inquiète. Je parfois comprends pas exactement les tenants et les aboutissants. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, ça crée de l'agitation, beaucoup d'agitation. Et toi, tu as un retour d'expérience à partager avec nous sur justement un outil que tu aurais testé, où tu t'es dit au début, waouh, super, ça va changer ma vie, j'y vais à fond, et puis finalement, tu as un petit peu abandonné. C'est évident de le dire, mais ChatGPT, la première prise en main, tu te dis, en fait, je vais tout faire avec ça. Ouais. Et petit à petit, en posant des questions, en se rendant compte que non, ça, c'était pas juste, qu'il fallait vérifier, qu'il fallait...
Tu te dis donc en fait il faut que j'utilise comme un outil, que j'apprenne à le domestiquer pour arriver à distinguer le bon grain de l'ivraie, Oui, tout à donc fait. le vrai du faux. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette expression. Et du coup, c'est ce que tu disais, hein, c'est-à-dire développer son propre esprit critique par rapport aux retours qui vont nous être faits. Est-ce que tu penses que là-dessus, on est tous égaux ou il y a des personnes qui vont sans doute avoir besoin davantage d'être formées, d'être accompagnées pour développer cet esprit critique? Alors, j'ai très peur de dire ce que je vais dire parce que j'ai l'impression que je vais vraiment passer vraiment pour un vieux schnock. Mais je pense que les jeunes, enfin je le vois avec mes enfants en tout cas, tu vois, j'ai des enfants de 11, 13 ans, 20 ans. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Beaucoup d'éducation sur ce que tu as entendu, ce que tu as vu, pas seulement avec l'IA, hein, avec, comme je disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, etc. Questionne-le. Questionne-le. Il y a, et c'est un parallèle qu'on peut faire avec l'information d'ailleurs, à partir du moment où tu as accès au médium, tu es mis dans une posture, un peu comme moi aujourd'hui, qui se trouve, ne dit que des conneries, parce que je suis assis sur la chaise, parce qu'il y a la caméra qui me filme, on me met dans la posture de je suis l'expert de quelque chose. De sachant. De sachant. Okay, et donc, mon job, c'est de vous faire croire à tous que c'est légitime. C'est pareil avec tout ce que voient mes enfants, en réalité. Parce que le médium, sauf que maintenant le médium, c'est je prends mon téléphone et je dis n'importe quoi face à la caméra et je suis publié. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Tu vois, il y avait plein de filtres avant. Donc il y a beaucoup d'éducation à faire pour leur expliquer que oui, tout ce qu'on raconte n'est pas vrai. Tout ce que sortira. Et comme l'entraînement des moteurs, des LLM, des moteurs d'intelligence artificielle générative, et lui-même, tout ce qu'on trouve sur Internet, tu crées cette espèce quand même de boule de neige. Tout à fait. Et ça m'amène à une question, puisque... Il est même marqué sur Internet qu'on fait 200 millions d'heures de formation par... Tout à fait. On entend vraiment n'importe quoi. Et que le marché global du e-learning connaîtra un taux de croissance annuel de 11,88%. C'est très précis. C'est très, très, très précis. C'est forcément vrai. C'est forcément vrai. C'est forcément vrai. Est-ce que, du coup, tu peux aussi... alors, pas forcément en lien avec l'IA, mais voilà... au cours de ta carrière, et plus particulièrement évidemment chez GoOne, puisque c'est ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui, me parler de quelque chose où tu considères que ça a été vraiment un succès, vraiment une réussite pro, mais que tu as pris personnellement, que tu as vécu vraiment personnellement, quelque chose qui t'a marqué. Oui, je peux. Non, je peux, voilà, très bien. Eh bien, on en reparlera au prochain. Non, mais j'ai un truc qui me vient en tête il y a quelques années. On avait lancé avec un de nos clients une université de culture digitale. Jusque-là, rien de très original. Rien que d'ordinaire. Non, mais oui, ça fait 20 ans que c'est un marronnier, la culture digitale. Mais ceci dit, c'est pas vraiment un marronnier, parce que comme on le voit là, avec les sujets qu'on vient d'aborder, c'est une matière vivante. Il se trouve qu'il y a des nouvelles choses tout le temps. Hein, donc c'est toujours légitime. Bon, bref. Et chez ce client, on lance un concours. Enfin, on regarde un peu c'est pas que c'est un concours, mais la plateforme elle-même génère des points en fonction du taux d'activité de chacun des utilisateurs. Et puis, j'appelle le DRH de cette boîte. À l'époque, on se parlait beaucoup. Et puis, je lui dis, donc, le premier, tu as vu, tu sais qui c'est? Il me dit, non, je ne sais pas du tout qui c'est, je ne le connais pas, ce mec, etc. Comme il est DRH, quand même, il arrive à trouver. Et il se trouve que c'est un manutentionnaire d'une usine au fin fond de la France, je ne sais plus exactement quel endroit. Son boulot, c'est de transporter du matériel, d'organiser des caisses, etc. Mais à titre perso, passionné de ces sujets. Et du coup, le DRH dépêche une petite équipe vidéo sur place, ils font une petite interview du mec, le mec... finalement, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais toujours est-il, a changé de job, a été promu à l'intérieur de la boîte. Alors, à nouveau, l'histoire ne dit pas si c'était un bon mouvement, et il n'y a pas dans mes propos, il n'y a pas de est-ce que c'était mieux avant ou mieux après. Mais cette histoire, en tout cas, que ce qu'on fait, ce qu'on produit, peut servir à de la mobilité interne, à aider les gens à évoluer dans leur carrière, avec cet exemple précis, qui, je l'espère, je n'ai pas toute la fin de l'histoire, mais c'est terminé positivement pour ce garçon, ça, c'est des grandes sources de satisfaction.
Ça a donné du sens à Ça ton donne job. du sens. Ouais. Et un échec. Alors ça, j'en sors, j'y retourne. D'ailleurs, en ce moment même. Non, mais c'est tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est des échecs commerciaux tous les jours. Il y en a qui marquent plus que d'autres. Parce qu'on y a peut-être plus cru. Ah bah ouais, oui. Alors c'est pour ça que je te dis vraiment, je l'ai un peu piqué à Édouard Baird, hein, le truc de j'en sors, j'y retourne. Très belle rêve. Ouais, je trouve que c'est très juste, parce que on met beaucoup, nous, dans nos pitchs, beaucoup d'efforts, beaucoup d'intentions, et oui, je dirais que ces petits renoncements que tu es obligé de faire quand tu perds, parce que c'est la loi du genre, ouais, sont toujours des petits moments où il faut passer par-dessus. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Après, il y a des choses plus de collaborateurs, les collaborateurs qui partent. Parfois, tu n'avais pas envie, tu voulais que l'histoire continue. Parce que, ayant été chef d'entreprise aussi, et étant encore aujourd'hui à des postes de management, une des plus grandes fiertés aussi, je pense, c'est quand même la création de faire grandir des gens à tes côtés dans l'entreprise. Non, les aider à développer leurs compétences. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, ouais, vraiment. Ça devrait couler sous le sens, mais parfois, c'est pas forcément au cœur de toutes les préoccupations. Alors que c'est quelque chose, quand on manage, effectivement, qui est assez vraiment, sans doute, le plus gratifiant. Enfin, donc voilà, des collaborateurs parfois qui sont partis, je pense que ça a été aussi des petits... C'est pas forcément des échecs. C'est que tu les as accompagnés aussi pour qu'ils puissent déployer leurs ailes en toute autonomie. Comme les enfants. Oui, exactement. On les équipe pour qu'ils soient heureux sans nous. C'est quand même le but. Ok, du coup, Arnaud, une dernière question. Moi, je dois la poser ? Non, c'est moi qui te la pose. Mais après, si tu veux en poser, non, tu peux. J'avais rien préparé. Tu vois, nous aussi, on est une plateforme ouverte. Donc, Arnaud, mot de la fin. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job chez Gowan ? Ce qui me plaît le plus, alors, c'est rencontrer, c'est qu'il est tourné vers l'extérieur. Voilà. Je rencontre des clients, des partenaires de contenu tous les jours, dans le monde entier. Et ça, c'est une ouverture d'esprit que je bénis. La deuxième chose qui compte beaucoup pour moi, c'est d'aller au bureau en chantant. Et souvent, je me suis rendu compte, maintenant que je suis très âgé, que je chantais quand j'allais voir des gens avec qui j'avais envie de travailler. Donc, les gens avec qui je bosse, c'est aussi absolument crucial. Et j'ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires. Donc, j'y vais en chantant. Alors, je ne chanterai pas, contrairement à ce que tu souhaites. Il faudrait qu'on fasse peut-être un petit reportage. Absolument. Une journée dans la vie de... Vie ma vie, exactement. C'est ça, un petit vie ma vie. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. À très bientôt.